Bonjour, bonjour, très heureux de vous retrouver. Une nouvelle saison, une nouvelle session d'infos. School TV Le Mag, vous le savez, 30 minutes sur la scolarité, sur l'éducation de vos enfants, à chaque fois une thématique forte. Des initiatives, qu'elles soient sur le plan local, national et même parfois international, toujours avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. Voici le sommaire, c'est parti, le MAG qui vous emmène aujourd'hui dans l'univers de la procréation médicale assistée, PMA pour tous, je ne me suis pas trompé, c'est le nom d'une série documentaire qui vous fait vivre le quotidien de nombreuses personnes qui ont recours à la PMA, des familles, vous allez voir, au profil très différent, on en parle dans un instant. Quels sont les enjeux concernant la PMA depuis la loi de 2021, quels sont les angles morts aussi, comment ces femmes sont-elles accompagnées par les médecins et leur entourage surtout, sont-elles encore tentées par l'expérience à l'étranger, là aussi, on se posera toutes ces questions. Et puis la PMA est-elle vraiment pour toutes et tous? Quels sont les axes de progrès pour cette loi qui a fait, vous le savez, c'est pas un secret, couler beaucoup d'encre en France? Là aussi, on évoquera toutes ces questions avec nos invités que je vous présente sans plus tarder. Allons-y. Bonjour Judicaël Perrault, comment allez-vous? Bonjour, très bien, Enchanté, merci. Merci d'être venue sur le plateau de School TV. Vous êtes donc l'heureuse réalisatrice de ce documentaire, de cette série documentaire pour être plus précis, 4 fois 30 minutes. PMA pour tous. Je me suis entraîné parce que c'est vrai que j'ai envie de dire pour toutes. Tous et créatrice et animatrice. On l'oublie pas du podcast Allumette et Tasse de thé. Tasse de thé, c'est quoi ce podcast? Il existe depuis combien de temps? Il existe depuis 1 an. C'est une série documentaire audio qui explique et redonne de la valeur aux émotions des féministes. D'accord. Et il y a combien de numéros jusqu'à présent? On peut le retrouver sur quelle plateforme? Pour l'instant, il y a 15 épisodes et c'est sur toutes les plateformes de streaming. Pour l'instant, il y a 2 épisodes. Non, en fait. 15. Il y a 15 épisodes. Beaucoup de choses à dire. C'est sur Spotify, Deezer, Apple. Bon, toutes les plateformes bien connues. Et là, c'est des formats qui dit podcast, dit toujours un petit peu plus long, j'imagine. Oui. Oui, beaucoup plus long. Ça peut. Mais il y a beaucoup à dire, c'est vrai. Clémence André est également parmi nous. Bonjour Clémence, et merci de nous faire l'amitié de venir sur le plateau de School TV. On va vous découvrir dans le documentaire. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes donc une maman qui a donc eu recours à la PMA. 4 fois 30 minutes, je le disais, 2 heures et des histoires fabuleuses, à l'image de la société d'aujourd'hui. Il y a des rires, pas mal d'émotions aussi. Je ne regarde personne, je ne vise personne. C'est sur la plateforme On Suzanne. Voici la bande-annonce, c'est parti. En 2021, comme beaucoup de féministes, je participe aux manifestations en soutien au texte de loi bioéthique qui est débattu à l'Assemblée. Quand j'avais 20 ans, justement, quand j'ai découvert que j'aimais les femmes, j'avais mis un peu une croix sur le fait d'avoir un enfant, que ça allait être très compliqué. Les couples de femmes et les femmes célibataires vont enfin avoir accès à la procréation médicalement assistée. Cette loi de 2021, c'est une grande avancée parce que quand même, elle consacre et elle légitime le fait qu'on peut faire un enfant sans l'autorisation d'un homme. Si elle est révolutionnaire pour plein de gens, cette loi reste imparfaite. Les associations réclament déjà à l'époque qu'elle soit modifiée, notamment pour inclure les personnes transgenres. Il y a des angles morts qui sont beaucoup trop nombreux. Et c'est ça qui fait que c'est une mauvaise loi pour plein de personnes aujourd'hui. Mais ça en revient finalement à cette idée, encore une fois, d'essayer de dissuader les personnes qui ne sont pas dans la norme de faire famille. Le texte vient également encadrer les progrès de la science. Le but, éviter les dérives eugénistes et prendre en charge au mieux les personnes dans leur désir d'enfant. Pipette, sperme, on te l'insère, il n'y a plus qu'à en fait. Et puis finalement, ça marche pas. C'est très dur parce qu'on ne peut rien faire. Et c'est vraiment les montagnes russes en permanence. À quoi s'attendre aujourd'hui en France lorsque l'on désire plus que tout ce que la vie ne peut nous donner naturellement? Un enfant. Ça va mon amour? Que reste-t-il à exiger de nos institutions pour que l'aide médicale à la procréation soit véritablement, enfin, pour tous? Voilà, je vous assure que c'est très intéressant, très impactant. C'est sur la plateforme On Suzanne, le premier épisode, si je ne m'abuse, est gratuit. Il faut payer pour les 3 autres. Comment est né ce documentaire? Ce documentaire, il est né déjà de vraiment On Suzanne, qui est une plateforme de streaming engagée, qui est spécialisée sur les questions féministes et LGBT, avec beaucoup d'attention apportée aux questions de parentalité et de maternité, puisque c'est des sujets qui restent encore tabou, trop peu évoqués, oui, encore très tabou. Beaucoup évoqué pendant la loi de 2021, un petit peu aussi avec la prise de parole d'Emmanuel Macron en 2024. On y reviendra. Oui, mais c'est jamais de la bonne façon. En fait, on donne
trop rarement la parole aux personnes concernées. Et nous, c'est un peu notre façon de militer chez Onde Suzanne, c'est vraiment de tendre le micro et de poser le cadre devant les personnes qui vivent ces inégalités, qui vivent ces parcours difficiles, et pour qu'elles puissent faire entendre leur voix. Et puis c'est aussi un engagement auprès des personnes LGBT. On sait que cette loi, malheureusement, n'inclut pas les personnes trans, et c'était déjà un problème en 2021. On n'a pas obtenu gain de cause dans la rue, et donc c'était important pour nous de venir faire le bilan un petit peu de cette loi, et puis de toujours demander plus d'argent dans les services publics, toujours demander plus d'autonomie des corps aussi pour les femmes. C'est bien de préciser pour les services publics, parce que c'est vrai qu'il y a eu tous ces débats et on a beaucoup parlé de privatisation, c'est le cas dans d'autres pays. Oui, mais bon, c'est vrai que nous, on est très attachés à ce modèle de service public, et il y a encore plein de choses à faire. Et donc, c'était important pour nous de faire un bilan tout en donnant la parole aux personnes concernées. Avec des scientifiques, des médecins et des associations qui sont formidables. Qui est-ce qui vous a convaincu de témoigner? Vous avez longtemps hésité ou pas? Non. Non, non, j'ai pas longtemps hésité parce que déjà je connaissais Onde Suzanne et j'avais une grande confiance dans l'équipe et aussi dans leurs valeurs, parce qu'effectivement on a rarement la parole, nous les femmes et les couples, les familles qui vivent ce genre de situation, et effectivement pour le sujet, parce que effectivement j'ai fait cette expérience dans ma vie et je trouvais ça hyper important de pouvoir témoigner, même si c'est pas toujours facile, c'est très émouvant, c'est très intime, mais effectivement c'est un sujet clé pour notre société et qui va en plus ne faire qu'amplifier au fur et à mesure des années et des évolutions de notre société, puisque à la fois l'infertilité est un problème intime, mais aussi de société. Et effectivement, la lutte féministe et les luttes LGBT, c'est une réalité aujourd'hui. Et il faut avancer sur ce sujet-là. Il n'y a pas de débat à avoir, en fait. L'égalité, il faut l'obtenir. Il n'y a pas d'autre sujet à avoir. Alix. Et vous, personnellement, qu'en est-il de votre cheminement? Comment est-ce que vous avez donc eu recours à la PMA? Moi, j'ai eu recours à la PMA, effectivement, pendant 4 ans, pour avoir la chance, parce que c'est une chance au final d'avoir un enfant, d'avoir eu un fils. J'ai eu recours à la PMA parce Comment il s'appelle, pardon? Il s'appelle Paul. Salut Paul. Parce que au départ, le père de mon fils a eu un cancer, donc on s'est rendu compte après les traitements qu'il était stérile. Et au fur et à mesure en fait, des examens, on s'est aussi rendu compte que moi aussi j'avais des problèmes de fertilité. Et donc le parcours a été long, très très laborieux et très éprouvant, aussi bien physiquement qu'émotionnellement, parce que comme je le dis dans le documentaire, c'est vraiment les montagnes russes, aussi bien physique que social aussi, parce que ça a aussi un fort impact professionnel. Encore aujourd'hui, j'ai l'impression que quand vous en parlez, je vous sens encore très émue. Toujours. Toujours, parce que je suis à la fois très reconnaissante d'avoir pu bénéficier de ces avancées médicales et d'avoir accès aussi aux soins grâce à la prise en charge par la sécurité sociale, etc. Et pour autant, ça a soulevé énormément de questions et énormément de problématiques que personne ne pense devoir gérer en fait, dans sa vie, dans sa vie intime de couple, dans sa vie familiale, dans sa vie amicale, dans sa vie professionnelle aussi, parce qu'on ne se rend absolument pas compte, je pense, tant qu'on ne le vit pas, de tous les impacts que ça peut avoir sur tous ces tableaux-là. Et je pense justement que aujourd'hui, les politiques ne prennent pas du tout le sujet à ces niveaux-là. Et c'est dramatique parce que ce serait pas compliqué en fait. C'est souvent ça, moi, que je dis, c'est que c'est pas très compliqué. C'est souvent compliqué d'améliorer les choses. Oui, c'est souvent exactement. Concernant les politiques, qu'ils écoutent. Pour ça, il faut écouter les personnes qui le vivent, aussi bien les professionnels de santé, parce que les professionnels de santé aussi ont énormément de choses à dire et veulent faire évoluer la situation. Et eux aussi, ils ont un petit peu changé de mentalité, vous avez le sentiment Moi, je trouve qu'il y a 2 écoles. D'accord. Vraiment, il y a 2 générations. Et j'en ai fait l'expérience au cours de mon parcours. Il y a vraiment les nouvelles générations, on va dire, qui sont beaucoup plus ouvertes. Je fais des grandes généralités, parce que c'est toujours pareil, on sait très bien que c'est pas tout noir ou blanc. Mais il y a les nouvelles générations qui sont quand même plus ouvertes, plus éduquées aussi aux violences gynécologiques, au respect de la parole et du corps des femmes, à l'implication aussi des coparents, des co-conjoints, etc. Et l'ancienne génération qui est encore, on va dire, sur laquelle il y a encore beaucoup de travail, pour rester poli. Un peu plus conservatrice pour rester poli. Alix.
Non, vous avez... Oui, je veux juste rebondir là-dessus. Le docteur Kolanska, dans le documentaire, explique qu'on se rend compte petit à petit actuellement de l'impact que la psychologie, que l'état d'esprit et de stress peut avoir sur la fertilité et que ça n'a pas de sens en fait de séparer le corps biologique mécanique de l'aspect mental, psychologique et que c'est vraiment très très important de bien traiter les gens finalement, de bien les accompagner, de bien les entourer. C'est une des données, une des dimensions que vous avez découvertes justement en réalisant ce documentaire qui a tout cet environnement. Oui. Qui est très très important. Il y a bien sûr tout l'aspect scientifique et aussi l'environnement et le stress qui va avec parce que ça peut être aussi un véritable parcours du combattant. C'est souvent un parcours. Oui, absolument. Moi, j'ai été assez surprise en travaillant sur ce sujet. Je pense que je pensais naïvement que voilà, la PMA, c'était quelque chose de magique. On était capable de créer des enfants avec la science et que c'était très beau. Le bébé éprouvette. Bébé éprouvette, voilà. Ça a marché. Voilà. On appuie sur un bouton. Et en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de facteurs qui rentrent en compte et que les médecins, les scientifiques eux-mêmes sont parfois désemparés, ne comprennent pas pourquoi ça marche pas, pourquoi ça marche. Voilà, il y a aussi la pollution, le stress, la météo, le rythme de vie, la météo. Ah oui. Qui peut impacter la fertilité et l'efficacité des traitements. Julie, quels sont les profils justement parce que j'imagine que vous avez réuni beaucoup de témoignages et peut-être pré-interviewé, je ne sais pas comment vous avez fait pas mal de profils justement avant de mettre tout ce petit monde dans ces 4 fois 30 minutes sur la plateforme On Suzanne. Qui avez-vous souhaité sélectionner? Parce que c'est vrai que moi, avant de voir le documentaire, en tout cas le début du documentaire, parce que je n'ai pas encore vu, je dis la vérité, les 4 fois 30 minutes, j'ai vu le premier épisode, on a quand même le sentiment qu'il y a des profils très différents. Oui, c'est vraiment important pour nous et pour moi aussi en tant que réalisatrice de donner la parole aux personnes qui ne l'ont pas habituellement, qui sont souvent invisibilisées dans les médias traditionnels et donc de fait dans la société en général. Donc voilà, les personnes lesbiennes en couple, les personnes hors du couple, donc on dit souvent femmes seules, mais en réalité c'est juste des femmes célibataires. Et puis les couples et les femmes qui ont traversé ce parcours-là et qui ont pu se sentir dépossédées, qui ont pu se sentir un peu roulées dessus par tous ces traitements, et aussi qui ont peut-être vécu parfois un peu d'isolement. C'était important pour moi de donner la parole aux personnes qui ne l'ont pas habituellement et en même temps d'essayer d'être un peu représentative de tous les parcours. Donc c'est impossible en fait parce qu'il y a autant de parcours que de personnes. Mais voilà, les personnes qui ont recours à un don simple, un don double, une FIV ou bien simplement une insémination artificielle. Voilà. Mais Clémence en parlait, et c'est pour ça que je vous posais la question tout à l'heure, Clémence. Pourquoi vous avez accepté? Parce qu'on sait qu'il y a encore un tabou. Il y a encore un tabou, et même du côté des personnes qui ont recours à la PMA, qui ne veulent pas forcément en parler, qui ont parfois un sentiment de honte. Est-ce que c'était votre cas à un moment ou pas du tout? Jamais. Jamais, parce que déjà, c'est pas notre faute. Tout simplement, c'est pas quelque chose qu'on a choisi, c'est pas quelque chose qu'on espérait, tout simplement. Et au contraire, moi, alors j'en ai pas fait un objet de lutte sur le moment parce que j'avais d'autres combats, mais effectivement, j'en ai toujours parlé. J'en ai toujours parlé à mes employeurs, à mon travail, à mes collègues. J'en ai toujours parlé dans ma famille. J'en ai toujours parlé à mon entourage, parce que déjà, je pense qu'il est très important de libérer la parole là-dessus et de lever ce tabou et de lever cette honte. Oui, pas seulement pour vous, mais aussi... Pas seulement pour moi, non, effectivement, pour la société tout entière. En fait, on est des milliers à passer par ces protocoles médicaux et ces expériences humaines qui sont, comme je le disais, très lourdes. Et on n'a pas à en avoir honte, en fait. On n'a pas à se cacher. Alors, c'était pas du tout une fierté, mais de pouvoir aussi en parler, ça a aussi libéré des conversations que j'aurais jamais pensé avoir. De personnes qui me disaient qu'elles ne savaient pas comment en parler autour d'elles aussi. Elles ne savaient pas comment réagir face à moi ou face à des personnes qui vivent Comment en parler et à qui en parler? Oui. Mais en fait, il suffit de parler. Moi, j'ai juste une chose, que ne donnez pas de conseils, ne dites pas et ne partagez pas de vécu. Moi, je connais telle personne, mais je te promets,
Ça a marché. Et surtout, faut se détendre et tu vas voir, ça a marché. Mais en fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Encore une fois, c'est pas une baguette magique. En plus, c'est un autre facteur pressurisant de se dire en fait, j'ai qu'à me détendre. Exactement. Et ça remet la faute du coup. Exactement. Ça remet la faute de l'infertilité ou de l'échec des PMA sur le couple et majoritairement sur la femme, ce qui n'est pas toujours le cas. Des fois, comme le disait Judicaël, des fois aujourd'hui, la science elle ne sait pas pourquoi ça fonctionne. La science aujourd'hui sur la fertilité... Science qui a fait beaucoup de progrès, mais qui a encore beaucoup de zones d'ombre, effectivement, c'est pas une science exacte. Exactement. On ne maîtrise pas tout. On maîtrise tellement de paramètres. Aussi, parce que c'est pas non plus une science qui est étudiée depuis très longtemps. Il faut dire aussi la réalité. La fertilité, ça intéresse vraiment les scientifiques depuis peu de temps. N'oublions pas qu'on connaît vraiment la forme du clitoris que depuis quelques années. Donc la fertilité féminine, c'était pas un sujet pour la science jusqu'à peu. Donc maintenant, ça commence à être un vrai sujet, mais effectivement, il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Et vous, personnellement, où est-ce que vous avez trouvé vos réponses ou même du réconfort quand vous en aviez besoin? Oui et non. Des réponses, pas toujours, parce que nous, pendant plusieurs années, ça n'a pas fonctionné, on n'a pas su pourquoi. La science, nos médecins ne savaient pas nous répondre. On a fait tous les examens possibles et imaginables et on ne savait pas pourquoi. Et justement, on nous avait même dit que c'était notre dernier, mon fils qui avec moi aujourd'hui, c'était notre dernier embryon. C'est un peu comment on dit, un bébé presque miracle. J'aime pas trop ce terme pour pas lui mettre la pression, mais un peu, un Paul. C'était vraiment notre dernière chance avant justement de passer au don, voire au double don. Et donc voilà, ça a marché et on ne sait pas pourquoi, on le saura peut-être jamais. Au final. Ils vous ont dit quoi les médecins? Même eux, c'était un peu. Ouais, ma gynécologue, elle était surprise. Elle était surprise parce que effectivement jusque-là on n'avait eu que des échecs et donc voilà, et à la fois c'est aussi la beauté de la vie de pas savoir aussi, d'avoir cette part de mystère et c'est aussi à la fois extrêmement stressant parce que du coup pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché. Si on veut recommencer, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va être toujours aussi difficile? Est-ce que après une grossesse, le corps aussi de la femme évolue? Donc, est-ce que ce sera plus facile? Et du coup, ça met énormément d'inconnus. Donc, c'est très stressant. Clémence Andrieux qui a donc témoigné dans ce très beau documentaire, dans ces 4 fois 30 minutes, signé Judicaël Perrault. Il y a une autre personne, il y a bien d'autres témoignages, à commencer par celui de Judith Duportail. Ça donne ça. Pour moi, c'est important de séparer l'amour romantique du couple parce que c'est immense en fait. Le fait de pouvoir séparer les deux, ça fait que notre vie et notre aspiration à devenir mère, elle ne dépend plus de l'arbitraire d'une rencontre, de la chance de tomber sur un mec bien, un mec sympa. En tout cas, dans mon cas, moi qui étais hétéro et qui aurait bien aimé faire un enfant avec un homme, voilà, ce mec-là, on ne s'est pas rencontrés dans les temps. Et du coup, il y a quelques années, ça aurait voulu dire que non, tant pis, ça voulait dire que quelque part, je ne méritais pas d'accéder à mon rêve de maternité. C'est la première fois que je vais me faire une piqueuse toute seule. 1, 2, 3. Et aujourd'hui, même si tu n'es pas validée, entre guillemets, par un homme, tu as le droit d'être mère. Et ça, c'est... quand j'y pense, ça me fait chaud dans le ventre. On a beaucoup de chance d'avoir connu ça. Et c'est immense, en fait. C'est immense. Et Judith, qu'on voit ici, typiquement, c'est le cas d'une maman célibataire qui a donc eu recours à la PMA. Elle a eu des jumeaux. Ouais. Vous en avez rencontré beaucoup, des filles comme Judith? Pas tellement. Il y a aussi Aline Duportail qui est parent solo. Aline Laurent-Maillard qui est parent solo. Mais non, je pense que c'est encore relativement récent. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a eu une explosion des demandes dans les sécos, donc dans les centres d'études et de conservation des œufs et du sperme humain. Du sperme et des œufs humains. Il y a eu une explosion de demandes parce que c'est vrai que les femmes avaient vraiment très envie d'avoir accès à cette parentalité, à cette maternité. Et je pense que les gens ont été un petit peu surpris, les législateurs notamment, quand ils ont ouvert à toutes les femmes, y compris les femmes hors du couple. Je pense ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait autant de demandes de femmes seules. Et inversement, vous avez rencontré des hommes seuls? Non.
Bah non, parce qu'en France, la discussion autour de la GPA, ça n'existe pas, c'est pas possible. La gestation pour autrui, c'est vraiment pas du tout sur le tapis. Là, on n'est pas du tout. Tu sens que c'est la ligne rouge. Ah, c'est complètement la ligne rouge. Ouais. Et on en parle dans l'épisode 4, c'est vraiment l'étape suivante. Ouais, pour ouvrir. Pour ouvrir. Tu me dis qu'il va y avoir une suite à ces documentaires. Absolument, il faut qu'on ait des vraies discussions politiques, philosophiques, sociales autour de ces enjeux-là. Il faut savoir où on met la limite. Évidemment, il y a des gros enjeux autour de la gestation pour autrui. Il faut faire attention, il faut bien l'encadrer. Il faut s'assurer du consentement de toutes et tous. Peut-être faire en sorte que ce soit pas rémunéré et sur vraiment la base du volontariat pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'exploitation de femmes précaires. Mais là, en France, non, on n'est vraiment pas du tout OK avec le fait qu'un homme seul ou un couple d'hommes puisse avoir recours à une PMA avec une femme porteuse. Tu te réagir ? Oui, moi je trouve toujours... en fait, on en fait un sujet extrêmement politique alors que c'est un sujet intime et extrêmement humain. Donc effectivement, il faut avoir ce débat dans la société, mais il faut l'avoir en essayant de dépolitiser. Il faut donner la parole aux personnes qui le vivent, qui le souhaitent, qui l'ont vécu. Et bien sûr qu'il faut protéger les familles, il faut protéger les femmes, il faut protéger les enfants. Mais c'est tout à fait possible. Et encore une fois, ce qui compte aussi, c'est que, en fait, c'est de mettre l'enfant au centre. C'est toujours... Et ça, on l'oublie tellement. C'est que... il faut remettre l'enfant au centre des débats et arrêter de diaboliser les gens qui, soi-disant, sortent de la norme. Mais en fait, la norme, elle n'existe pas. Il faut arrêter avec ça. Enfin, il y a tellement de choses à dire. Mais voilà, il faut remettre l'enfant, l'amour au cœur des débats et arrêter de politiser tout ça et d'en faire aussi un argument à l'encontre des gens et un argument purement politique alors que c'est purement humain. Et puis laisser les femmes décider pour elles-mêmes aussi. C'est toujours la question de l'autonomie des corps. Si je souhaite porter un enfant pour mon couple d'amis, pourquoi l'État devrait m'en empêcher ? C'est mon choix. À GPA, vous avez dit effectivement la France est clairement pas prête, en tout cas même pour avoir un simple débat. Vous avez bon espoir que cette série puisse être diffusée dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale ? J'adorerais ça. Ah oui, j'adorerais ça. Il y a énormément de choses. Et puis, c'est des débats qui sont vraiment au cœur de la manière dont on construit les lois. Cette loi, elle est révolutionnaire, vraiment, parce qu'elle permet à beaucoup de personnes d'accéder à leur rêve de parentalité. Néanmoins, s'ils avaient demandé leur avis aux personnes concernées en 2021, ils auraient pu la rédiger d'une meilleure façon. Cette loi, elle aurait pu être beaucoup plus inclusive. Donc, moi, j'adorerais échanger avec les personnes qui écrivent les lois. Et il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que quand on faisait nos recherches pour l'épisode 4, du coup, qui est consacré vraiment à l'aspect politique, on est tombé sur une sénatrice communiste qui prenait la parole à l'époque des débats en 2021. Elle disait exactement tout ce qu'on dit dans le documentaire. Donc en fait, c'est important aussi de se battre pour avoir des personnes à l'Assemblée comme elle et au Sénat qui ont à cœur de défendre nos intérêts, qui nous connaissent, qui nous écoutent. Et puis en parallèle, il faut continuer à participer à des documentaires, faire des documentaires, manifester dans la rue pour faire entendre nos droits, rejoindre des associations. Des associations, pardon, c'est toujours dur à dire ce mot, des associations qui vous ont depuis contacté suite au visionnage de ce documentaire. Est-ce qu'on vous a demandé justement une projection publique dans tel ou tel endroit de France ? Alors, et des interventions peut-être ? Dans notre joie de sortir ce documentaire, on a une petite malchance, c'est qu'il est sorti le 18 juin, soit 2 ou 3 jours après la dissolution. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc on a eu un peu moins de retombées médiatiques que ce qu'on espérait, mais en tout cas, on attend toujours, on est en contact. Attend toujours un Premier ministre, oui, c'est vrai. On attend toujours un Premier ministre, c'est sûr. Et puis on va vraiment espérer et faire en sorte que ce documentaire et du coup la voix des personnes qui ont témoigné puisse continuer à résonner. Mais néanmoins, de la part du public, vous avez déjà des réactions, des retours ? On a des retours de personnes qui sont concernées par ces parcours médicaux et qui sont contentes de voir qu'elles ne sont pas seules. En fait, c'est souvent ça dans les luttes féministes et dans les parcours médicaux aussi. C'est important, Clémence en parlait tout à l'heure, c'est important de se sentir
en communauté un petit peu, de ne pas se sentir seul dans ce vécu-là. On se sent reconnu. C'est important. Donc ouais, on était très heureuse de voir que ça pouvait faire un peu de bien aux personnes qui traversaient ces... Est-ce qu'on a des chiffres, madame, concernant le nombre de bébés nés en 2023, par exemple, issus d'une PMA? Alors moi, je les ai pas là. Non. Tu les as, Clémence? Non. On a... Je sais que... Ce sont des données publiques, on a une idée? Oui, une trentaine? Non, c'est plus. C'est beaucoup plus, d'accord. C'est des milliers, ouais. Ouais. Je sais que rien qu'à l'hôpital Tenon, qui est un des gros centres PMA en France, il y a plus de 1000 interventions. J'y suis né, très bien cet hôpital. Très bien. Ouais, il y a plus de 1000 patientes par an. Hein. D'accord. Ouais. Est-ce qu'on sait qui sont les donneurs d'ovocytes aujourd'hui? Alors, les donneuses d'ovocytes... Les donneuses d'ovocytes sont souvent des femmes qui ont eu recours à la PMA. C'est ce que j'ai entendu et je trouve ça assez extraordinaire parce que ça veut dire que quelque part, elles reproduisent un parcours qui souvent a été difficile. Et oui, mais ça, moi, je pense que c'est la grande puissance des femmes. C'est-à-dire qu'on traverse des choses compliquées et on va mettre tout en œuvre pour éviter que ça arrive à d'autres. Et c'est la sororité et je peux témoigner. Donc j'ai eu un enfant, je me suis séparée, là je suis en train de faire une préservation ovocytaire dans l'espoir encore d'avoir d'autres enfants. D'accord. Je ne sais pas dans quel modèle familial, est-ce que ce sera encore seul ou avec une autre personne. Et quand j'aurai terminé ce parcours, moi je veux donner mes ovocytes. Je veux justement, aujourd'hui il y a une vraie... Pour vous c'était très clair. Ah c'était clair. Mais déjà même quand dès que j'ai commencé le parcours PMA, c'était évident qu'une fois que j'aurais... terminer mon parcours, je ferai aussi cette démarche-là parce que, déjà tout simplement parce qu'il en manque énormément. Les délais d'attente, c'est minimum un an et demi. Pourquoi on est en retard aussi sur ce sujet? Pourquoi il y a cette pénurie? Parce que, vaste sujet. Déjà parce qu'on en parle très peu. Donc très peu de personnes en fait sont au courant qu'il existe. Elles sont sensibilisées du coup. Au sujet. Il faut faire une grande campagne d'information et d'appel aux dons et ça coûte de l'argent et l'État a d'autres priorités. Il y a eu des débuts justement suite à... L'État dit qu'il n'y a pas assez d'enfants pendant que vous coupez, donc dans le même temps... Voilà. Mais c'est toujours pareil. Voilà, exactement. C'est l'hypocrisie politique de faire des grandes annonces et derrière de mettre zéro moyen derrière, ou alors des moyens qui vont même à l'encontre des grandes annonces. Donc, mais oui, voilà, il faut faire une grande campagne de santé publique pour inciter aux dons. Il faut informer les gens sur ces possibilités-là, sur les protocoles, etc. Et il faut aussi peut-être modifier les lois, parce que la loi a été modifiée justement en 2021 aussi sur le don, puisque aujourd'hui le don peut ne pas être anonyme. C'est-à-dire qu'à la majorité de l'enfant qui serait né suite au don, il peut demander à connaître l'identité du donneur ou de la donneuse. Aujourd'hui, ça pose question. Il y a des personnes qui sont favorables à ça et des personnes qui ne le sont pas. Peut-être, il faut, je pense, encore avoir ce débat-là. Moi, intimement, très personnellement, je suis pour. Mais je pense que le choix devrait être donné au donneur ou à la donneuse. Parce que c'est encore une fois, c'est une question extrêmement intime. Et il y a beaucoup de personnes qui, encore aujourd'hui, seraient favorables à faire un don, mais qui souhaitent que ce soit un don. Pur et donc ne souhaitent pas être potentiellement recontactés. Et à l'inverse, il y a d'autres questions qui peuvent être soulevées. C'est qu'en France, on n'a pas le droit de faire de dons visés. Là aussi, parce qu'on a peur de la GPA. Un don visé, c'est-à-dire que je donne mes ovocytes uniquement pour cette personne. Parce qu'on a peur que les femmes soient manipulées. Voilà. Et donc, peut-être que ça peut en freiner certaines. Il y a aussi d'autres questions dont on pourrait débattre, notamment en Espagne, par exemple, les donneuses sont rémunérées, ce qui soulève aussi d'autres questions. Mais pourquoi pas, finalement, on pourrait en discuter, peut-être que ça serait une solution. Il y a aussi beaucoup de questions, pardon, de vous couper du Portugal, où visiblement c'est quand même plus facile là-bas, de procéder à la PMA. Et vous avez rencontré des femmes, justement, qui tentent l'aventure à l'étranger? Oui, ça arrive encore, notamment pour des questions de délai d'attente. Ouais.
Mais bon, ça pose vraiment question parce que c'est une question aussi de privilèges économiques. Finalement, tout le monde n'a pas les moyens. Le délai d'attente, par exemple, de vous couper, je pense aux personnes racisées qui attendent encore plus. Oui, ça c'est un vrai problème. Il y a plus de, enfin, il y a encore une plus grande pénurie pour des gamètes issus de donneurs et de donneuses racisés. Et puis, on n'explique pas forcément aussi aux personnes qu'elles ont le choix. Par exemple, un couple racisé aurait absolument le droit d'avoir recours à un don issu d'une personne blanche. Mais faut-il bien expliquer ça dans les sécos, parce que rien ne force les personnes à avoir recours à des gamètes qui correspondent à leur morphotype. C'est pas obligatoire, encore heureux. Mais voilà, il faudrait que ce soit bien clair dans tous les sécos. Et ça aussi, c'est un problème national, c'est qu'on n'a pas uniformisé les pratiques sur tout le territoire. Et donc, il y a des problèmes d'accessibilité en fonction de là où on habite. Il y a encore de grosses inégalités. Le sujet est passionnant. C'est comme d'habitude avec Alix. On n'a que 30 minutes et les 30 minutes se sont déjà écoulées. Merci infiniment, mesdames. Merci d'être venues nous voir. Merci à vous, Clémence Andrieux, donc maman qui a eu recours à une PMA, et donc Judy Kiel-Perrault, qui est réalisatrice du documentaire PMA pour tous. Je ne me suis pas trompé, et créatrice et animatrice du podcast Allumette et Tasse de thé, disponible sur toutes les plateformes que vous connaissez. Passez une excellente journée. Merci d'être venu nous voir sur le plateau de Scoop TV Le Mag. Je parle super vite. On est en retard. À demain.